Bonsoir à tous, bienvenue, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Lumière intérieure dans laquelle j'ai le plaisir de recevoir ce soir un illusionniste qui fait de l'humour ou bien alors un humoriste qui fait de la magie, c'est selon. Il dit de lui qu'il est le plus grand des magiciens, si ce n'est par le talent, du moins par la taille. Et c'est vrai qu'il est très grand et très talentueux. Éric Antoine est notre invité ce soir. Bonsoir Éric Antoine. Bonsoir Priscilla, merci de m'accueillir. Merci à vous d'être ici. Alors j'ai dit magicien parce que prestidigitateur c'est trop compliqué à dire déjà. Mais en revanche il y a une vraie différence entre deux mots. Et voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence? Chaque mot a un sens, donc s'il y a plusieurs mots c'est qu'il y a plusieurs sens. Et il y a le mot de magicien, il y a le mot de prestidigitateur, il y a le mot d'illusionniste. Donc déjà ces trois-là ne sont pas les mêmes. Après il y en a plein d'autres, les sorciers. Et vous êtes quoi vous? Moi, je suis un prestidigitateur et un illusionniste qui souhaite être un magicien. Voilà. Et alors, si vous décryptez cette phrase pour nous? Il y a deux choses. Je dirais que la magie, le prestidigitateur et l'illusionniste sont de l'ordre du secret. Le secret, c'est une question qui a une réponse, mais dont la réponse est cachée. Alors que le magicien est de l'ordre du mystère, c'est la question sans réponse. Donc pour moi, le prestidigitateur, l'illusionniste, c'est mon savoir-faire, c'est-à-dire c'est une technicité, c'est une créativité, c'est une écriture. Et le magicien, tu deviens magicien à partir du moment où tu transformes le monde. C'est-à-dire, le prestidigitateur fait un truc, le spectateur le reçoit, mais si tu vas plus loin que ça, si tu transformes l'état dans lequel il est, il arrive dans un certain état dans la salle. Avant toi, il a vécu un moment peut-être facile, difficile, et après toi, il est ailleurs. Peut-être une nouvelle idée. Magicien, c'est la perfection, en fait. C'est la quête. C'est la quête. C'est la quête de transformer. Dans laquelle vous vous lancez. Alors, votre actualité, Éric Antoine, c'est un spectacle, grandit un peu, qui devait avoir lieu en ce moment même au Folies Bergères à Paris, qui a été repoussé d'un an pour cause de confinement, qui sera normalement, si tout va bien, je croise les doigts, au printemps, en province, en rodage. Voilà. Et en revanche, comme vous n'êtes pas du genre à rester les bras croisés, vous avez lancé un spectacle assez novateur, totalement en ligne, qui s'appelle Connexion avec un S, qui donc jusqu'au 27 décembre, 16h, 20h, donc 2 séances. Mais alors, il faut que vous nous expliquiez le concept, parce que ça, c'est quelque chose qui est très... Voilà, c'est votre... J'essaye... en fait, la question que je me suis posée depuis le premier confinement, c'est quels sont les avantages à ce moment? C'est toujours une question que je me pose continuellement. À chaque fois qu'il y a une difficulté, finalement, c'est une limite de créativité. Dans cette limite, est-ce qu'il y a des terrains qu'on n'a pas encore explorés? Et dans cet outil digital, il y a beaucoup de terrains qu'on n'a pas explorés. Par exemple, le fait de pouvoir vivre et de penser à la même chose à des centaines de kilomètres les uns des autres. Le fait que peut-être, moi, j'ai découvert des tours de magie qui peuvent avoir lieu chez vous. Et par exemple, vous appelez quelqu'un de votre famille et puis vous allez deviner la carte à laquelle pense la personne dont vous ne pouvez plus vous rapprocher pour cause de confinement. Et donc, tout le processus, ça a été de se dire, mais quels sont les moyens que nous donne cette technologie qu'on n'a pas encore explorée et que je peux maintenant explorer presque par obligation. Et une des choses qui me touche le plus, c'est l'idée de la connexion, d'être tous connectés. Cette idée de ce Gaïa, cette terre comme ça, dont nous sommes un petit peu les spationautes, on voyage tous sur ce grain de poussière au milieu de l'univers. Et donc nous sommes déjà tous connectés, nous avons un impact tous les uns sur les autres, sur notre biosphère, et la technologie digitale, Internet, nous permet de sentir que ce que va dire l'un va impacter les autres, ce que va faire l'un va impacter les autres. Et c'est toute l'idée de ce spectacle, c'est ça. Et c'est de faire en sorte que tout le monde puisse vivre aussi ça en même temps, où qu'il soit, quel que soit son pays, sa nationalité. C'est en langue française pour le moment, mais j'imagine peut-être le faire un jour dans d'autres langues. Vous êtes l'antidote au confinement avec Antoine. Je vous écoute, je me dis, ça serait génial de pouvoir faire ça dans les EHPAD, avec les personnes qui sont privées de leurs petits-enfants. Absolument. Apporter un peu de magie dans ce monde qui en manque sacrément en ce moment. Absolument, mais d'ailleurs l'idée, je me suis rapproché des associations dont je suis parrain, Magie à l'hôpital par exemple, pour déjà faire des diffusions dans différents services hospitaliers, évidemment des EHPAD, mais ça me donne même l'idée, mais tous ces gens qui sont en situation de handicap et puis d'isolement depuis si longtemps, finalement c'est vraiment assister à un spectacle en live pour eux,
à qui je parle, je leur parle vraiment, ils me répondent, et on passe ce moment, et c'est un moment unique, c'est pas regarder la télé, c'est pas... Parce qu'il y a eu pas mal de spectacles ces derniers temps qui ont été diffusés aussi, que j'ai trouvé sympa, hein, je trouve ça bien que ça existe, mais finalement, c'est comme regarder un spectacle à la télé. Il n'y a pas cette interactivité vraie qu'on a dans un spectacle vivant. Dont on manque cruellement. Vous avez toujours été un peu iconoclaste, si on peut dire ça comme ça, en fait, parce que vous avez toujours voulu mêler l'humour et la scène. C'est votre ADN, hein, c'est un peu votre signature perso. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de sortir du moule comme ça c'est ce qui fait votre singularité, mais pourquoi ce besoin ? Je crois que c'est de l'envie de surprise, c'est-à-dire, je crois une des premières règles qui m'a paru très fort, aimant les artistes, aimant le spectacle, c'est que ceux dont je retiens le nom et dont je retiens l'énergie sont ceux qui ont créé une rupture. Donc ils ont posé une question que j'avais pas posée avant, ou ils ont fait quelque chose qui n'était pas venu. Et puis finalement, l'humour, c'est ça, c'est une fin de phrase qui n'est pas attendue. Et donc finalement, cette méthode d'écriture et de pensée, c'est celle que j'ai appliquée dans toutes mes œuvres à chaque fois, c'est être un peu rocker, être un peu iconoclaste, taper là où normalement on tape pas. Et puis cette double écriture qui est celle de l'humour et de la magie, elles sont... bizarrement, elles se marient bien alors que tout le monde me disait qu'elles n'étaient pas faites pour se marier. La magie, c'est attention, il va se passer quelque chose d'incroyable, préparer les choses, tu poses les briques pour aller vers ce prestige, ce fameux prestige qui est l'effet magique, et puis l'humour, et donc tu montes l'énergie, et l'humour, c'est à chaque fin de phrase, tu fais rire les gens, donc tu relâches l'énergie. Et donc l'humour est un peu antinomique à l'effet magique. Mais finalement, je trouve que le magicien se prend trop au sérieux, et que l'humour fait qu'il y a plus d'émotion. Ça, c'est un travers français, le fait de se prendre trop au sérieux ? Non, c'est un travers de magicien. C'est un travers de magicien ? Ouais. Ils sont convaincus. C'est facile parce que tu sais plein de trucs que les autres ne savent pas. Oui. Donc, tu te la pètes. Mais c'est ridicule parce que tous les métiers, vous savez beaucoup de choses que je ne sais pas. Un enfant de 7 ans sait des choses que je ne sais pas. Donc, en fait, c'est juste utiliser un savoir pour prendre le pouvoir, ce qui est quand même une preuve de faiblesse. Le savoir pour prendre le pouvoir, c'est une preuve de faiblesse. C'est très joli, ça. Il y a une différence entre pouvoir et puissance. Ouais. Je trouve toujours le pouvoir, souvent c'est une quête de gens qui sont assez mal dans leur peau, qui ont besoin d'exister, alors que la puissance, c'est le fait de ne pas utiliser son pouvoir, c'est de savoir quand... Doser. De savoir doser. Absolument. De savoir doser. Il y a dans vos spectacles beaucoup de références. On ne s'attend pas nécessairement dans un spectacle de magie à avoir des références à Lacan. C'est le cas, ça a été dans le cas dans votre spectacle mystérique, notamment en 2015. Il y a 5 spectacles en tout, c'est ça ? Je ne dis pas de bêtises. Donc j'ai eu 4 spectacles jusqu'à aujourd'hui. Et là, je m'apprête à en commencer 2 quasiment en même temps, puisque un commence au mois de décembre et l'autre en février. C'est une jouissance de pouvoir citer Lacan comme ça. J'adore ça, mais je trouve ça génial. Parce qu'en fait, c'est merveilleux. Les films que j'adore, les Pixar, les Disney que j'adore, c'est ces couches de référence. C'est-à-dire qu'un enfant va être mort de rire parce qu'il y a un gag de Prout, mais derrière, en fait, il y a une référence à la mythologie des contes d'Andersen, et puis en même temps, derrière, il y a une référence à la culture grecque, et puis en même temps, à la Bible, et puis nous, les adultes qui avons cette connaissance, on prend notre pied parce qu'on se dit « Ah, qu'est-ce que c'est mince, ah, c'est bien écrit, c'est bien twisté, ah, ça fait du bien », puis on voit l'enfant à côté qui est dans un autre rapport à l'image et qui s'éclate de rire. Et j'adore ça. Je me dis, si un enfant de 7 ans, un homme de 32, une femme de 66, quel que soit leur milieu, peuvent recevoir ça et le prendre à leur manière, je me dis, ça, j'ai réussi. J'ai bien écrit ma phrase. Voilà. Parce que dans votre public, on voit toutes les générations qui se mêlent, ça c'est chouette aussi. Oui, j'essaye vraiment ça. J'espère toutes les classes, toutes les couleurs, toutes les générations. Après, c'est vrai qu'on est dans un monde qui a tendance à diviser en ce moment, en humour aussi en particulier. C'est-à-dire il y a vraiment des générations, tu vas voir la personne qui te ressemble. Et c'est un peu dommage, je trouve que c'est intéressant d'aller voir les gens qui ne te ressemblent pas, parce que c'est là où tu apprends le plus de trucs. Quand vous montez sur scène, vous avez quoi en tête ? Vous dites quoi ? Oula, plein. Ça dépend. En fait, j'ai des contrats. Je passe des contrats avec moi-même. C'est-à-dire que chaque spectacle a un contrat. Par exemple, Mystérique, mon deuxième spectacle, c'était de parler de la différence entre le mystère et le secret. Juste la première question que vous m'avez posée. Magie Délirium, c'était l'orgasme festif. C'était la plus grande fête, que les gens sortent du spectacle avec une envie de fêter la vie. Réalité ou illusion, c'est finalement si moi je suis capable de transformer le réel,
et qui je suis un couillon pas possible, vous aussi vous en êtes capable de transformer votre réalité. Là, le spectacle Connexion, il a pour thème la synchronicité. Donc c'est des hasards qui a priori n'ont rien à voir, mais lorsqu'ils se rencontrent, changent notre vision sur le monde. Et c'est d'ailleurs, c'est une notion de Jung qui décrit ça, qui est le premier scientifique à décrire ça, et qui est reprise aujourd'hui en physique quantique même. C'est-à-dire, on parle en physique quantique de deux atomes qui sont éloignés, deux électrons du même atome qui sont éloignés par des centaines de kilomètres et qui vibrent quand même en même temps. Et donc, il y a des connexions comme ça qui sont très étonnantes et qui font sens pour nous. Une qui m'est arrivée qui était très, très forte et qui m'a fait écrire ce spectacle, c'est au moment du décès de ma maman qui s'appelait Françoise. La première fois que j'étais sur sa tombe, c'est le jour où mon téléphone sonne sur sa tombe, Françoise Coquet, la productrice de Michel Drucker, qui m'appelle, et dont les premiers mots sont « Allô, c'est Françoise ». C'est donc joli, ça c'est un signe, ça, forcément. Vous le lisez comme ça. Je le lis, évidemment, je me dis... Mais c'est ça qui est difficile, quand tu es magicien, tu sais que la magie est truquée, puisqu'on n'arrête pas d'en faire. Donc comme je n'arrête pas d'en faire, forcément, c'est très difficile d'y croire. Et je me dis, il y a des statistiques. Une femme d'une cinquantaine d'années qui a un pouvoir, qui est directrice de production, qui peut s'appeler Françoise, c'est un moment où le nom Françoise était à la mode. Donc je me dis, il y a statistiquement des chances que ça arrive. En même temps, on veut croire. Évidemment qu'on a envie de croire, parce que quand on croit, on se sent tellement mieux. On est d'accord. Voilà. Et puis après, la magie, on peut décortiquer, on peut jusqu'au bout, mais il y a quand même quelque chose, il y a un influx qui fait que... C'est ça. Il y a quand même quelque chose qui reste quand même mystérieux. Vous n'avez pas décortiqué la magie du geste, le fait qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas, c'est quand même quelque chose qui passe et qui est au-delà de la rationalité. C'est-à-dire que finalement, plus tu cherches des explications, plus l'irrationnel prend de place. C'est ça qui est très étonnant. C'est très juste. Donc, et c'est fou parce que plus tu connais un sujet et plus tu deviens spécialiste d'un sujet, plus tu te sens en état de non-connaissance. Ouais. Plus on s'approche d'une vérité, plus on s'aperçoit qu'elle est très loin encore. Ouais. J'adore, je ne sais plus, il y a un mathématicien qui a dit ça, il a dit, quelles que soient les connaissances que tu amasses, tu seras toujours plus proche du zéro que de l'infini. Voilà. Ça, j'adore ça. On arrive à la fin de la première partie de l'émission. On aurait pu continuer encore très longtemps parce qu'on sent qu'il y a beaucoup plus que le simple illusionniste ou magicien. Enfin, il y a beaucoup de choses à creuser chez vous. Il y a beaucoup de personnages qui vous habitent, Éric Antoine. Le principe de la deuxième partie de cette émission, je vous l'ai expliqué. On vous présente des mots. Okay. À vous d'y réagir. Je suis sûre que vous allez trouver des choses à dire. Inquiet. Moi non plus. À tout de suite. Tout va bien ? Tout va très bien. Le principe de cette deuxième partie, je vous le disais, c'est qu'on va vous proposer différents mots à charge pour vous de nous dire ce qu'ils vous inspirent. Et le premier mot, c'est attente. C'est un mot que je déteste. La frustration de l'attente. Et en même temps, c'est un mot tellement nécessaire parce que quand tu attends, tu crées ton désir et finalement, si tu développes ta créativité et tes solutions. Et il est associé à d'autres mots, par exemple, que j'essaye d'inculquer à mes enfants, qui sont savoir s'ennuyer, savoir accepter le vide, savoir accepter le silence, entendre ce qu'il y a derrière, savoir respirer. D'ailleurs, je vais prendre une bonne respiration. C'est un mot très ambivalent pour moi, parce que moi qui suis un boulimique de travail et d'activité, de mouvement, de dialogue, ça m'est compliqué d'attendre. Et en même temps, avec le temps, j'y trouve une certaine jouissance. J'y trouve une faim et une soif, parce que quand on a la chance d'avoir une carrière un peu comme la mienne, que ça marche, on a moins faim, on a moins soif. Au début, les rêves sont gigantesques, et puis après, on est dans la gestion d'activité, on est dans une suractivité. Et il n'y a plus de temps d'attente, ça n'existe plus. Pendant presque 15 ans, je n'ai pas attendu un truc, rien attendu. Et là, finalement, cette pandémie me remet dans des espaces d'attente et donc d'introspection aussi de classement de mon désir. C'est-à-dire de dire qu'est-ce qui est vraiment important ?
Quelles sont les choses dont je ne peux absolument pas passer et tout ce dont je peux me passer. Donc l'attente a des vertus quand même qui se rapprochent, qui t'emmènent vers le minimalisme et c'est assez sain. Donc je le déteste, mais je l'aime bien quand même. Comme beaucoup de choses que je déteste d'ailleurs, en général. Ça va de pair. C'est une attente habitée, en fait, que vous vivez. Oui, je crois que ça va avec cette espèce de boulimie cérébrale, c'est-à-dire que comme je ne peux supporter le silence, j'ai besoin d'y mettre énormément de choses. Donc j'ai besoin d'y mettre des meubles, d'y mettre des livres, d'y mettre des pensées, d'y mettre du sentiment, de la création. Et puis j'espère aussi dans l'attente, dans ces silences, on se sent au début seul et puis après beaucoup moins seul. Donc en ça, c'est habité et pas que par moi. Je sens dans mes temps d'attente tous les gens, toutes les âmes rencontrées, toutes les âmes disparues, toutes les âmes à venir. Donc oui, c'est très habité. Et parfois, j'étouffe un petit peu sous cette sensation de surpopulation. Voilà. Donc c'est encore, il faut que le travail que je suis en train de faire en ce moment, c'est d'essayer de faire le silence dans ma surpopulation intérieure. Vous qui avez été élevé par une maman d'origine italienne et catholique, je me posais la question de savoir comment est-ce que vous viviez Noël. Est-ce que Noël était pour vous un temps de joie? Est-ce que l'Avent, qui est exactement ce que vous venez de décrire, ce temps d'attente d'un heureux événement, était quelque chose de joyeux ou au contraire, c'était compliqué Noël? Ça a été les deux. En fait, j'ai été élevé entre catholiques et protestants. Et la famille protestante, il y avait une espèce de rigueur, qui est d'ailleurs très protestante, pour dire la vérité, une espèce d'éthique. On ne montre pas trop la joie, on ne montre pas trop ce qui se passe. Et chez les cathos, c'était... oui, Noël, c'est la fête, mais c'est avant tout la fête des enfants. C'est-à-dire que c'est plus le Noël païen qui a pris le dessus sur le Noël spirituel, j'ai envie de dire. Et puis comme mon esprit fait que je me dis que personne ne sait exactement, que je sais que c'est l'équinoxe d'hiver, le jour le plus court, qui est une fête païenne et que la religion catholique a associé, évidemment, ce temps qui est face à une des fêtes les plus importantes calendaires. Pour moi, c'était dès le début de mes réflexions, Noël a perdu son sens religieux, en tout cas. Mais il y a un sens spirituel qui est évidemment le sens de la réunion, de la famille. Mais de nouveau, comme j'ai une histoire familiale assez compliquée, c'était une attente de Noël parfois assez douloureuse aussi. C'est-à-dire, je savais que ça allait être un moment de tension. Et d'ailleurs, ça n'a pas loupé. Dans ma vie, il y a eu des Noëls absolument abominables. Donc voilà. Mais depuis que j'ai des enfants, Noël est redevenu une fête. Donc, parce que c'est leur attente à eux qui me rend heureux. Oh, ça arrive, c'est bientôt, on va se réunir, on va être ensemble, on va faire la fête, on va passer la soirée, les cadeaux, puis la famille. Donc ça, c'est très, très joyeux. C'est à nouveau magique. C'est à nouveau magique, oui, exactement. Avec ce mystère qu'on ne perce pas toujours, qu'on n'arrive pas toujours à percer. Il y a une très jolie phrase que disait votre maman, vous allez me dire si c'est exact. Il n'y a pas d'heure, il n'y a que des trains qui partent. Ah ouais, ça fait longtemps que je ne me la suis pas remémorée. Et en effet, elle m'a dit ça à plusieurs reprises, justement, dans mon impatience. Elle percevait, je crois, très bien cette faim et cette soif qui était la mienne, et cette impatience continue, et c'est qui m'amenait aussi à la boulimie à tout niveau, aussi bien intellectuel que émotionnel, que de nourriture. Et cette phrase-là m'a souvent calmé, parce que l'idée de se dire qu'il n'y a pas d'heure, pour vivre un vrai moment, pour vivre un moment fort, pour vivre un changement de vie, il n'y a pas d'heure, il y a des trains qui partent à n'importe quelle heure. Il suffit de prendre le train. Donc maintenant, c'est à toi de choisir un peu ta destination, de choisir où tu vas. Il n'est pas trop tard, il n'est pas trop tôt, c'est le moment.
Donc de savoir qu'il n'est pas trop tard, il n'est pas trop tôt, il y a toujours un train. Je trouve ça sympa, que tu aies 75 ans ou que tu en aies 4, il y a un train dans lequel tu peux grimper pour faire un beau voyage. Ça, c'est assez joyeux. Ouais, j'aime beaucoup cette phrase. On va passer maintenant au deuxième mot, Éric-Antoine, qui est le mot émerveillement. Oh. Je crois que c'est la quête absolue de mon métier, évidemment. Il est associé à plein de mots connexes. Il y a dedans, évidemment, la notion du regard, le merveilleux, c'est quelque chose qu'on perçoit plutôt par le sens visuel. Et il y a dedans l'innocence. Enfin, pour être émerveillé, il faut évidemment avoir un certain type de regard, c'est-à-dire une certaine forme d'innocence, une forme aussi de paix, une forme d'observation, un temps long aussi, qui n'est pas forcément comme ça, pour toucher au merveilleux, à l'émerveillement. Il y a un parcours d'ouverture, de calme. Enfin, c'est une finalité, c'est un mot qui est assez loin, en fait, qui sous-entend beaucoup de choses. Il y a une notion de curiosité, qui est aussi un des mots, si ce n'est pas le mot que je préfère, c'est un des mots que je préfère, parce que on se l'est dit tout à l'heure en coulisses, mais le mot curiosité, ça vient du latin cura, qui veut dire soigner, et celui qui est curieux, celui qui se pose des questions que les autres ne se sont pas encore posées, parce que c'est ça, en plus, la plus belle curiosité, c'est la question qu'on n'a pas encore posée, c'est celui qui soigne le monde. Et l'émerveillement, il va avec cette curiosité, parce que la curiosité, c'est un émerveillement en continu. Et ça va aussi avec la notion de quête, l'émerveillement. C'est de toujours être prêt à apprendre et à découvrir quelque chose de nouveau, de surprenant. Ce qui est très drôle, parfois, quand j'écris, je me dis, mais comment je pourrais finir cette phrase de la manière dont je ne l'ai jamais finie ? Comment je pourrais dire quelque chose que j'ai jamais dit, jamais pensé, comment je pourrais faire quelque chose que je n'ai jamais fait maintenant, comment dans ce spectacle, je vais explorer un terrain que je n'ai jamais exploré. Et évidemment, tout ça, ça découle de cette envie d'émerveiller les gens, d'émerveiller les êtres autour de moi. Comme j'ai cette quête-là, de leur faire sentir c'est au-delà de la beauté, c'est un mélange de beau, de bon, de juste, c'est un mélange de tout ça, et de surprise, évidemment, de spectaculaire. C'est marrant parce que quand je me demande si je vais ou pas faire quelque chose, avant de m'engager dans un projet important, qui peut être un projet professionnel, un projet sentimental, je me pose, enfin là, plutôt professionnel, je me pose 3 questions. C'est est-ce que je vais apprendre, est-ce que je vais m'amuser, et est-ce qu'il y a du pognon ? Et si je gagne ma vie, que j'apprends et que je m'amuse, et surtout que j'amuse les autres, je me dis c'est intéressant. Et je rajoutais une 4e question, toujours, c'est, là, donc ça j'entends pour un problème, est-ce que ça sera merveilleux, est-ce que ça sera unique ? Est-ce qu'il y aura quelque chose qui n'a jamais été fait et qui va créer une rupture, finalement, avec le reste de ce qui existe déjà ? Et donc, l'émerveillement, il va là-dedans. Là, je vous parle d'un côté professionnel, mais pour aller sur un côté personnel, j'enlève la notion de pognon, évidemment. Mais est-ce que ça va être joyeux ? Est-ce que je vais apprendre ? Et est-ce que ça va être merveilleux ? Sauf que c'est un mot absolument essentiel. Et c'est marrant que vous ayez choisi émerveillement et pas merveilleux, parce que c'est pas la même chose non plus. Il y a une notion de surprise dans l'émerveillement qui est très important. Et c'est quelque chose qui nous réveille, parce que d'ailleurs, il y a réveil, il y a aussi un peu, il y a beaucoup de sonorités qui sont, il y a l'œil, il y a la veille, il y a le rêve, il y a beaucoup d'anagrammes à faire avec ce mot qui sont vachement intéressants. Il y a aussi la capacité à s'ouvrir à l'autre, à accueillir cette chose nouvelle, cette chose qui nous émerveille. Absolument. C'est marrant parce qu'une des histoires que j'adore, j'aime beaucoup les contes philosophiques, et celles qui me plaisent toujours, c'est quand le professeur est un professeur inattendu. C'est-à-dire celle qui vraiment me parle le plus, c'est quand l'enseignement vient
de l'endroit le plus étonnant, le plus étrange, le plus d'une crotte de chien, d'un pigeon, et d'une bougie. J'aime quand tout d'un coup, ou d'un être humain qu'on n'attendait pas là, d'un enfant qu'on n'attendait pas là. Il y a quelques jours, mes 2 enfants sont dans la voiture, il fait un grand soleil, j'habite du côté d'Aix-en-Provence, et puis j'en ai un qui arrête pas d'inventer des histoires dans mes 2 garçons, et l'autre qui est beaucoup plus, qui rit un petit peu de son frère cadet, et qui lui dit « mais arrête d'inventer, t'arrêtes pas de mentir ». Et donc mon fils cadet, dit au grand « regarde un arc-en-ciel alors qu'il n'y a pas une goutte de pluie, il n'y a pas un nuage, il n'y a rien ». Et moi, et mon fils aîné se moque de lui, et moi je lève les yeux pour regarder, et en effet, dans un minuscule nuage, qui est le seul nuage dans ce ciel bleu, au cœur de ce nuage, un peu chargé d'eau, il y a un arc-en-ciel. Et donc c'est la capacité à écouter ce que le monde te dit sans le juger, sans être sûr de toi. Et de se dire, de la voix de mon fils qui n'arrête pas à raconter des cracks, mais qui sont tout le temps drôles, moi je trouve que c'est plus drôle d'y croire que de ne pas y croire. Et je trouve une des grandes douleurs d'ailleurs de l'enfance, c'est quand tu racontes à tes parents que tu viens d'apprendre quelque chose et qu'ils te répondent « mais moi je sais déjà ». Et c'est une douleur de découvrir le monde et que l'autre te renvoie qu'il s'en fout et qu'il sait déjà. Et c'est quelque chose qui est vraiment... qui est aussi une marque du moment où, du passage de l'enfance à l'adolescence, le côté où on ne veut plus s'émerveiller parce qu'on ne veut plus être un enfant. On veut être un adulte. Et le moment où tu redeviens un bon adulte, c'est le moment où tu es prêt à réaccepter l'enfant. Voilà. Et d'ailleurs, là, pour le coup, c'est le thème absolu de Grandir un peu, le spectacle, l'autre spectacle que je suis en train d'écrire. Elle vient d'où cette quête ? Moi, c'est plus... En fait, ça fait... Pardon, je bégaye parce qu'en fait, c'est très intime. Donc, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de l'hyper intime. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui viennent en réparation, en fait, de la vie, de l'enfance et de trauma. Je le vois, par exemple, dans les dynamiques psychanalytiques dans lesquelles je me trouve. Je me rends compte que toute une partie de ma vie n'a été que des réparations d'accidents ou d'horreurs ou de traumas successifs et que j'ai voulu ça pour réparer ça, que j'ai fait ça pour réparer. Et je crois qu'il y a... Dans cette quête-là, il y a une partie de réparation. Il y a une partie de réparation de prendre soin de l'enfant que j'ai été. Il y a une vraie partie de réparation. Et puis, il y a une partie... d'envie. Il y a une partie d'offrir aux êtres que je croise l'envie de se connecter avec l'enfant qu'ils ont été. Se demander si l'enfant qu'ils ont été serait heureux, fier, joyeux de passer un moment avec les adultes qu'ils sont devenus. Et cette quête-là, encore une fois, c'est le sujet de Grandir un peu. Et je crois que c'est ma quête la plus chère et la plus personnelle. Cette envie, ce regard du monde de l'enfance, mais si vous voulez, souvent on les oppose, alors que les deux ont des qualités et les deux ont des défauts. L'enfant, justement, il est impatient, il n'y a pas de pensée complexe, c'est le désir domine tout, il peut être complètement nombriliste, égotique. L'adulte a quand même une partie plus raisonnée et prêt à tirer, à construire de la pensée, à construire autre chose, à vivre plus ensemble et d'être moins sur son nombril. Et en même temps, l'enfant a cette innocence, a cet émerveillement dont on parlait, cette curiosité, ce sans-gêne aussi, cette non-censure. Alors que l'adulte, lui, au contraire, il rentre dans un moule, il perd ses rêves aussi, il abandonne au fur et à mesure. Vous êtes plus un enfant qu'un adulte, en fait, encore aujourd'hui. J'espère, et en même temps, je suis aussi un sale gosse. Donc j'espère être plus un enfant, mais je suis aussi un sale gosse. Par moments, j'ai un côté un peu hystéro, un manque de patience, justement. Mais j'espère accueillir les enfants, chacun et chacune d'entre nous, avec l'enfant que je suis profondément. J'ai envie de voir ça chez les gens. On passe maintenant au troisième mot, Éric Antoine, qui est parole.
La parole est magique. Hein. S'il y a vraiment quelque chose qui est magique, c'est la parole. Parfois, je parle beaucoup, j'utilise beaucoup de mots, mais je suis assez attentif au sens de chacun des mots et j'essaye d'en définir vraiment le sens. Parce que je crois que le premier drame entre tous les êtres humains, c'est évidemment l'incompréhension et le fait de creuser petit à petit le sens des mots te permet d'affiner ce que tu as vraiment envie de transmettre. Et après, le souci, c'est qu'on ne met pas le même sens dans les mêmes mots. Donc là, il y a un problème. Et ça ne peut changer qu'avec justement la parole, qu'avec une parole longue, avec du temps, avec une écoute, avec un échange. Puis donner sa parole, c'est pas rien, quoi. Il y a aussi une éthique dans parole. C'est pas juste un mot. Une parole, tu donnes une parole, c'est pas juste donner un mot. C'est s'engager. Une prise de parole, c'est pas rien. Il y a un risque aussi dans la parole. La parole, elle est aussi révélatrice. Elle est révélatrice de qui tu es, d'où tu viens, de ta culture, de tes intérêts. Donc c'est très fort, la parole. Et puis par moments, on mésestime aussi des gens qui n'ont pas les facultés de prendre la parole, ce qui est une erreur terrible. Il y a vraiment l'envie depuis toujours de donner la parole à ceux que je n'ai pas entendus. Je crois que c'est une des manières d'apprendre la plus rapide, c'est d'écouter ce qu'on n'entend pas d'habitude. Et ça rejoint encore... C'est-à-dire, parce que vous avez quelque chose en tête. Les enfants, évidemment, les gens... En fait, les animaux n'ont pas la parole. Les animaux n'ont pas la parole. Je suis devenu végétalien. Je suis devenu d'abord végétarien il y a quelques années, puis végétalien il y a 1 an et demi, 2 ans. Parce que c'est pas parce qu'ils n'ont pas la parole qu'ils ne sont pas sentients, qu'ils ne sont pas en souffrance, qu'on n'est pas en train de les exploiter, qu'on n'est pas des esclavagistes pour tous ces êtres qu'on fait naître en captivité, mourir en captivité, qu'on exploite le temps de notre plaisir. Donc la parole, c'est un pouvoir extraordinaire. Et ceux qui n'ont pas la parole, c'est-à-dire les minorités qui n'ont pas la parole, sont celles... Enfin, pour moi, c'est l'injustice. Mes colères, elles sont souvent là. Elles sont associées à ce manque de parole. Mes tristesses, mes mélancolies sont associées aux gens et aux êtres vivants à qui on ne donne pas la parole. Enfant, vous n'aviez pas la parole ? C'est une parole limitée. J'avais une parole limitée. J'avais une parole limitée à mon statut. Et c'est ça qui est terrible, je crois, vraiment, c'est que quand on peut avoir la parole, mais elle est limitée à la case dans laquelle on est. On est enfant, on est femme, on est noir, on est arabe, on est juif, on est catholique. Et donc les gens te regardent, déjà limitent ton sens, quoi qu'il arrive, puisqu'ils te définissent... Je ne sais pas si j'ai pas eu la parole enfant, je crois que je l'ai eu, mais je l'ai eu avec ma mère. Ma mère m'a laissé la parole. Oui, vraiment, elle m'a fait ce cadeau-là. Je crois vraiment, elle m'a fait sincèrement ce cadeau-là, de me laisser la parole, de me laisser lui dire les choses. Le fait qu'elle exerce le métier de psychothérapeute, évidemment, a joué. Oui, évidemment. Alors, elle étudiait avec Piaget. Piaget, c'était un des grands spécialistes mondiaux de la psychologie enfantine. Et elle n'a jamais voulu travailler avec des enfants, d'ailleurs, pour ne pas faire de mix entre son travail et sa vie privée. Mais je pense qu'elle avait évidemment, du fait de ses études et du fait de sa formation, une idée très forte de ce que l'enfant peut exprimer et du mot d'enfant. Et puis la parole, elle est évidemment pas que verbale. Je reparlais tout à l'heure des animaux, mais on peut reparler des enfants, des nouveau-nés. Mais une position de corps, un regard est une parole, une respiration est une parole, un silence peut être aussi une parole. Et encore faut-il les écouter. L'art, la scène, c'est une thérapie pour vous qui permet la réparation ? J'espère pas. J'espère que ça l'a été au début, c'est-à-dire que je crois que quand on fait du théâtre, par exemple, au démarrage, on étudie des personnages, et puis au travers de chacun des personnages, on s'accouche un petit peu de soi-même. Donc il y a une vraie dynamique thérapeutique, et
mais plus proche de la maïeutique, c'est vraiment, on va en quête de soi. Et quand tu joues un personnage, par exemple, quand j'étais jeune, j'ai joué Roméo, comme tous les étudiants en théâtre, et j'ai vu que j'étais peut-être pas prêt, j'ai jamais aimé comme Roméo, j'étais pas prêt à mourir comme ça. J'aurais peut-être réfléchi, j'aurais peut-être demandé au Capulet, si vous êtes vraiment sûr de l'histoire, on peut pas s'arranger, tout ça. J'aurais peut-être fait autrement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque personnage que tu étudies, tu te dis qu'est-ce qui est toi, qu'est-ce qui est pas toi. Et donc il y a vraiment toute une sculpture. Tu t'enlèves tout ce qui n'est pas toi, et puis au fur et à mesure, tu commences à définir un petit peu ce que tu es. Et donc là, il y a une vraie dynamique thérapeutique. Mais je crois que l'acte artistique après de la personne formée, elle doit au contraire être accoucheur. C'est-à-dire que mes œuvres, j'espère qu'elles accouchent les gens de leurs propres émotions. J'espère que c'est eux qui font ce parcours lorsqu'ils viennent me voir. Moi, je le fais pendant l'écriture. Pendant l'écriture, je suis dans des phases d'introspection, je me demande où je vais, pourquoi ça résonne en moi aussi fort. Quand je vais dans une direction, c'est parce que je me rends compte du dialogue intérieur, j'écoute ce qui est en train de m'arriver. Donc, il y a une phase, la phase créative est très thérapeutique. Mais la phase d'expression, ou la phase de finition de l'œuvre, quelle que soit l'œuvre, picturale, théâtrale, elle doit plus être dans la thérapie. En tout cas, je ne crois pas que ce soit son rôle. On passe maintenant au 4e mot, qui est mystère. Ouh. Alors on peut aussi mettre Dieu avec sa grande barbe blanche qui regarde le monde. Mais non, c'est une femme. C'est pas possible. Dieu n'a pas de genre, Éric-Antoine. C'est vrai. Alors, c'est la sensation de joie et de désespoir absolu. De joie parce que quoi que tu fasses, quoi qu'il arrive, quel que soit ton niveau de connaissance, de vie, de tout, le mystère est toujours là. Et je l'ai fait de manière un petit peu déprimée, mais c'est une motivation, c'est une envie de voyage. C'est-à-dire c'est cette espèce de grand vide comme ça, et dans ce vide dans lequel tu as envie de t'engouffrer, et dans lequel il se passe des aventures extraordinaires. Donc le mystère, pour moi, il joue comme une espèce de d'aimant, c'est un trou noir, c'est un quasar, c'est vraiment ça, il aspire tout, et quand tu le passes, qu'est-ce que tu seras de l'autre côté? Personne ne le sait. Chacun de tes atomes va être dispersé, et tu vas te reconstituer en quoi? Donc chaque rencontre du mystère, c'est une mort et une renaissance. Et donc ça, c'est absolument merveilleux, parce que et je reviens sur c'est absolument merveilleux, parce que c'est cette joie du sans fin, de l'incommensurable, de l'intemporel. Donc il y a toute cette notion de l'infinité qui nous sont très difficilement perceptibles à nous humains, puisque tout ce que nous faisons est fini. Donc il y a tout ça. Donc ça fait du bien. Et puis là, il n'y a plus d'ego, tu t'oublies, ça. Tu respires. Et en même temps, ce qui me déprime absolument, c'est que je n'aurai jamais de réponse. Et ça me fait rire parce que je me fous de ma gueule. Mais c'est cette mélancolie du pourquoi, le pourquoi qui n'est pas une bonne question. C'est-à-dire que je ne saurais jamais pourquoi. Et en même temps, est-ce que c'est la bonne question? Est-ce que c'est pas plutôt vers quoi? Est-ce que c'est pas plutôt comment? Peut-être que comment, c'est plus intéressant que pourquoi. Et ça m'est parfois très douloureux, pour dire la vérité. Par moments, ça met vraiment même dans des états un peu dépressifs. C'est-à-dire, c'est cette question, toutes ces questions sans fin, et qu'on ne continue pas, et ce mystère. Et, évidemment, Dieu fait partie de ce mot Dieu qu'on a inventé, fait partie de ces mystères. Je trouve ça... Voilà. Mais ce mystère, vous parlez de Dieu, ce mystère dans le sacré vous touche? J'ai toujours différencié, mais comme beaucoup de gens, le sacré et le religieux. C'est-à-dire, oui,
le sacré me touche. Le religieux m'a touché pendant un moment. Et puis maintenant, je me sens plus très proche. En fait, je me sens proche des gens qui sont dans une pratique religieuse. C'est-à-dire que je suis toujours très curieux, interpellé par la pratique. Mais j'ai envie de dire la pratique religieuse, mais la pratique quelle qu'elle soit. C'est-à-dire quelqu'un qui va au fond de sa pratique. C'est toujours des humains qui me... Waouh, j'ai tout de suite envie de les connaître, j'ai envie de leur poser des questions. Je suis très, très attentif à ça. Vous connaissez cette notion de sacré, de mystère. C'est quelque chose qui ne vous est pas étranger. Oui, absolument. Absolument. J'ai toujours été fasciné par les histoires de saints. J'ai toujours été fasciné par les prophètes, quelle que soit leur religion, évidemment. J'ai été fasciné par les ermites. Aussi. Et d'ailleurs, c'est fou parce que la fascination et le mystère sont deux mots qui ne devraient pas vraiment aller ensemble en réalité. La fascination, je l'attache toujours à la notion de fan, c'est-à-dire c'est se mettre en état d'être inférieur vers quelqu'un qui te domine et donc ça crée tout un tas d'addictions. Alors que le mystère, pour moi, il est pas là-dedans. Il n'y a pas de notion de supérieur ou d'inférieur dans le mystère. Il n'y a pas de... Je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que ce n'est pas ça. Il n'y a pas de notion de distance, et en même temps, il y a une notion d'infinité. Donc c'est très étonnant. Il n'y a pas de notion de temps, et en même temps, il y a une intemporalité. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire, ça m'oppresse, j'en parle, en même temps, ça m'oppresse, et en même temps, derrière, la notion de respiration n'existe même plus. Donc c'est cette sensation comme ça d'être tiré entre des niveaux d'ondes et de réalité qui ont tout autant d'importance les uns des autres et qui nous font vivre comme ça à différentes couches. Et oui, c'est fantastique. Ce qui est étonnant, c'est que vous intellectualisez le mystère beaucoup et vous n'êtes pas du tout dans l'affectif. Quand on vous présente ce mot, vous êtes tout de suite en train de mettre à distance, d'expliquer. On sent que votre cerveau fonctionne très bien, on voit presque les rouages dans votre tête. Mais voilà, le côté instinctif du mystère, on sent qu'il y a quelque chose, mais que c'est bien... Non, mais je comprends ce que vous me dites, mais c'est exactement ce que j'éprouve. On me dit que je suis un enfant, et finalement, je trouve que je suis extrêmement déconnecté de l'enfance parce que je suis un hypercérébral. Et je crois que l'hypercérébralité, elle te protège, en fait. Pour moi, c'est ma forme de protection. Comme l'humour est une forme de protection, c'est une manière de prendre une distance avec la souffrance. Le cerveau en est une autre. Et oui, la notion de mystère, elle me fait souffrir. Elle me fait peur, en réalité. En réalité, j'ai très peur. Donc c'est dans cette... en fait, c'est l'envie de ne pas avoir peur. C'est l'envie de plus sentir qui fait aussi... qui fait bouger tous ces rouages à toute vitesse. Mais une fois que ça s'est dit, ça n'empêche pas l'existence de cette peur. Alors, tu vois, j'essaye de la résoudre parfois. Enfin, en tout cas, la méditation, pleine conscience, par exemple, c'est une pratique qui va essayer de faire taire justement cette hypercérébralité, peut-être se rapprocher de ça. Mais en fait, les moments où je le sens, les moments où je suis plus en position de gamin, dans le bon sens du terme, c'est dans le jeu, finalement. Finalement, les moments de cette joie, de cette connexion avec le mystère, elle se fait dans le jeu, avec mes collègues humains et avec mes collègues vivants, j'ai envie de dire. Pas seulement humains, avec le vivant, dans sa manière, dans son ensemble. Donc là, ouais, c'est pas mal. C'est bien c'est pas mal ce que tu viens de me dire. Petite tape sur le nez, mais ça fait du bien. Merci. On va s'arrêter là et on va passer à la troisième partie de l'émission. Ne bougez pas, j'arrive.
Tout va bien? Je ne regarderai plus jamais un magicien de la même façon. Jamais. Je ne sais pas si tous les magiciens sont les mêmes. Alors non, non ça j'imagine, bien volontiers. Mais j'avais jamais... voilà, vous avez une réflexion assez étonnante. On vous sent dans l'introspection permanente. Alors je sais bien que vous venez d'un milieu où vous avez été baigné par une mère qui pensait. Et voilà, Lacan, Jung ne sont pas des gros mots pour vous. Non. Mais quand même, comment est-ce que vous arrivez à redescendre au premier niveau, qui est le niveau de l'humour et du merveilleux... Enfin, voilà, vous disiez tout à l'heure, il y a plusieurs niveaux dans un spectacle. Il faut pouvoir toucher les enfants comme les grands-parents, les gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'instructions, d'autres qui en ont. Voilà, comment est-ce que vous arrivez à réaliser ça? Curiosité. Toujours se poser la question, est-ce que ce que je viens de dire, ce que je viens d'écrire, ce que je viens de penser, est-ce que je peux le transmettre? En fait, il y a plein de manières de savoir. Quand tu possèdes un sujet, la première chose, c'est tu lis. Après, c'est de pouvoir le lire à haute voix, et puis après de le transmettre. Si tu es capable de transmettre ce que tu sais, c'est que tu commences à le savoir pour de vrai. C'est-à-dire que vos spectacles, vous les faites devant quelqu'un? Vous avez enfants, femmes, compagnes? Ouais, mais souvent metteur en scène, extérieur, un collègue. Là, par exemple, j'ai 2 spectacles en ce moment. Celui qui s'appelle Connexion, je l'ai fait lire à 4-5 copains, je l'ai fait lire à mon producteur, j'ai fait lire, voilà, donc chacun me fait un retour. Et puis après, il y a un de mes collègues qui vient et qui va être mon œil extérieur sur le spectacle. Et grandit un peu, c'est beaucoup plus une collaboration parce que je le coécris avec un ami qui m'est très cher, qui est Jérémy Ferrari, qui est un humoriste, qui est un auteur comme moi, et un autre ami qui est Sébastien Clergue, qui sont devenus, en fait, c'est autant des amis que des collègues. Et Sébastien, c'est un magicien qui est sans doute un des magiciens les plus cultivés au monde entier, qui a coécrit avec David Copperfield et qui a une connaissance de cet art encyclopédique. On n'est jamais bon tout seul. Non. On est bon, mais on peut être bon aussi. Il y a plein de gens seuls qui sont bons. Je regarde, je dis, tiens, c'est une bonne journaliste, et tout ça, mais vous ne pouvez pas le faire s'il n'y a pas derrière... Moi, je sais très bien que j'ai une équipe derrière, voilà. que j'ai des gens qui m'aident, qui me regardent, qui me corrigent. Ça, vous le faites, ce travail-là, vous le faites régulièrement, c'est nécessaire, cet œil bienveillant mais critique. C'est essentiel et vous avez tout à fait raison de le souligner. Le dénominateur commun, ça va être la bienveillance et l'envie d'aller dans la même direction. C'est-à-dire qu'il faut déjà définir ça. Et je crois qu'une de mes chances, c'est que je suis extrêmement bien entouré. Et est-ce que vous êtes quelqu'un de bienveillant? Est-ce que vous êtes une bonne personne? C'est toujours aux autres de répondre à ça. C'est pas à moi. J'essaye de l'être. J'essaie de tenir ma parole, justement. Ce que vous disiez tout à l'heure. J'essaie d'équilibrer mon temps, parce que je crois que la seule chose qu'on peut donner, c'est son temps. Donc d'équilibrer mon temps entre amour, amitié, travail. Vous continuez à donner du temps dans les hôpitaux parce que vous faisiez ça il y a encore quelques... Enfin, vous faites toujours... Vous étiez dans une assoce? Toujours. J'ai 2 associations. Et vous allez dans les services de gériatrie et de psychiatrie toujours? Alors, beaucoup moins. Je vais beaucoup plus en pédiatrie aujourd'hui. En pédiatrie. Beaucoup plus en pédiatrie aujourd'hui, même grande majorité en pédiatrie. J'y étais la dernière fois, c'était juste avant le démarrage de la 2e vague, enfin du 2e confinement, où on n'avait plus le droit de rentrer dans les hôpitaux, parce qu'aujourd'hui on n'a plus le droit de rentrer dans les hôpitaux. Donc je crois que la dernière fois c'était au début du mois d'octobre. Voilà, j'étais à l'hôpital Necker, mais on va souvent à Clocheville, on va dans tous les hôpitaux français. Voilà. Donc oui, c'est ça, ouais, alors est-ce que c'est ça qui définit une bonne personne? Je pense qu'une bonne personne, c'est déjà quelqu'un qui donne du bon, donc pas forcément qui va faire des bonnes actions, forcément associatives, etc. C'est déjà être bien avec sa famille. C'est pas forcément être dans le faire, mais dans l'être aussi? Oui. Vous êtes un bon papa? J'espère, parce que le mien n'a pas été du tout. Et justement, je vous parlais des réparations, je crois que c'était un des déclencheurs de ma paternité. J'ai une souffrance horrible si je pense que je n'ai pas été un bon papa. Je m'en veux, mais à mourir. Est-ce qu'on peut être un bon papa quand on n'a pas de modèle, justement parce que votre père a été extrêmement absent durant toute votre enfance? Est-ce que c'était une angoisse d'abord? Vous avez dit, comment est-ce qu'on fait pour être père? Oui et non, oui. Mes 2 parents, quand je suis devenu père, je n'avais plus mes parents, ni l'un ni l'autre. Donc, et puis mon père, en effet, n'a jamais été un père à proprement parler, même s'il en avait le nom et le titre.
c'est quelque part, c'est cette notion de résilience de Cyrulnik. Il y a d'excellents parents qui n'ont pas eu de parents. Et parfois, il y a des êtres humains extraordinaires qui sont des orphelins. Parce que finalement, ils ont choisi leurs parents. Ils ont choisi leurs exemples, ils ont choisi comment se construire. Donc finalement, ne pas avoir de père, c'est souvent mieux que d'avoir un mauvais père. Ça peut être une chance aussi. Donc c'est difficile. C'est plus difficile de ne pas avoir de père que d'avoir un bon père, c'est sûr. Mais en même temps, c'est aussi libérateur. C'est créatif. T'inventes le père que tu as envie d'être, en fait. En même temps, je sens que vous avez une sacrée maman. Et que ça aussi, Cyrulnik dit qu'il faut avoir ce repère bienveillant, ce pilier sur lequel on peut s'appuyer. Votre maman, elle a été ce pilier bienveillant sur lequel vous vous êtes appuyé. Absolument. Et puis avec un amour infini. C'est-à-dire, c'est la bienveillance, mais c'est quelqu'un qui te fait crédit. Quelqu'un qui dit je crois en toi. Donc vas-y, quoi. Tu fais une erreur, c'est pas grave. Moi, je crois en toi. C'est fort quand même. C'est extraordinaire de pouvoir grandir. C'est un peu ce qu'on souhaite. Quand on devient parent, je ne sais pas si vous êtes posé la même question que moi, je me dis la seule chose que je peux donner à mes enfants, ce que j'aimerais qu'ils aient de moi, c'est cette confiance en soi. À partir du moment où on a confiance en soi, on peut franchir des montagnes, des obstacles. Oui, le problème, c'est que les hypercérébraux, dont je fais partie, dont mon fils aîné en tout cas fait partie très clairement, sont dans le doute continuellement. Et tu peux leur faire 1000 compliments, ça glisse sur eux comme une pluie sur un imperméable. Ça ne rentre pas. Et mon fils aîné qui avait des soucis, là, il a sauté une classe, il a été diagnostiqué au potentiel, donc avec les tests de QI, de whisky, etc. Et donc on voit qu'il est largement au-dessus, il saute une classe, il est toujours premier de sa classe, il y a un intellect qui est très étonnant, et il passe son temps à douter de lui et à dire qu'il est nul. Il passe son temps à se dire « je suis nul ». Et moi, j'ai passé ma vie à penser que j'étais nul. Donc c'est hyper important et finalement, ça ne résout pas le problème quand même. C'est étonnant, l'esprit humain. C'est bizarre, hein ? Ouais, très bizarre. Tu peux avoir toutes les preuves d'un acte. Si tu as décidé, si tu ne peux pas y croire intérieurement, tu n'y croiras jamais. C'est étonnant, ça. Ouais, c'est très, très, très étonnant. Moi, j'aimerais savoir ce qui vous pousse chaque matin à vous lever. Cette émission s'appelle Lumière intérieure. Alors, j'ai bien compris que même si vous avez été élevé dans l'éducation, enfin, dans la religion catholique, c'est quelque chose que vous êtes un peu détaché. En tout cas, vous avez pris une certaine distance. On sent, hein, de façon très, très pudique, vous le dites. Ouais. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous illumine ? Qu'est-ce qui vous inspire ? Oui, il y a beaucoup de choses. Il y a des êtres que je trouve extrêmement lumineux. Là, par exemple, dernièrement, j'ai rencontré un homme qui s'appelle Jean-François Noubel, enfin, dernièrement, ça fait quand même quelques années maintenant que je connais, qui est devenu de plus en plus un ami, et c'est quelqu'un qui est en train de penser le monde de demain, qui est en train de se dire que la monnaie, comment créer une monnaie participative, comment arrêter des échanges monétaires et créer une autre manière de fonctionner en groupe humain, mais dans la réalité de ça. C'est lui aussi, par exemple, qui m'a fait me poser des questions sur le véganisme, sur l'exploitation du monde animal, sur l'écologie. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est les chercheurs. Les chercheurs. Les gens qui sont en mouvement. Les gens en mouvement, les gens en curiosité, les gens en quête, ça me transporte. Donc, ça me fait me dire, c'est une journée où je vais apprendre quelque chose. Et l'autre chose, évidemment, c'est l'amour. C'est l'amour de mes enfants. C'est l'envie de créer un monde pour eux. De créer un monde meilleur, un monde où ils soient bien, un monde où ils soient protégés. Alors, il y a deux choses. Il y a une partie, je dirais, égoïste, et il y a une partie plus ouverte. La partie égoïste, c'est d'accumuler. C'est de dire, je vais les protéger eux et personne d'autre. Et puis la partie que j'espère plus forte, c'est de dire, je ne sais pas juste que je vais protéger, j'essaie de créer un monde dans lequel qu'ils vont continuer à créer eux, c'est-à-dire de transmettre, de la transmission. La transmission, ça me fait me réveiller beaucoup. Tôt, la transmission. Là, en ce moment, j'apprends à mon fils cadet la magie, mais je vois la lumière dans ses yeux, mais alors que je ne lui ai pas demandé. Il dit, tu m'apprends un tour de magie ? Je dis, oh oui, je t'apprends un tour de magie. Mais alors il y a beaucoup de magiciens, par exemple, ils n'arrêtent pas de faire des tours de magie. C'est leur seule manière d'exister et d'avoir le regard. Moi, je déteste faire des tours de magie en dehors de mon boulot. Mon boulot, c'est mon boulot.
Après, je suis à la maison. J'ai pas envie de faire de la magie, mes enfants, Ouais. ça me saoule. Et lui me demande, et je me suis dit, mais en fait, c'est important pour lui. C'est important que je transmette, que je lui apprenne. Et puis, quel bonheur de sentir les connexions qui se font, de sentir le... Ah ouais, ça, c'est génial. Apprendre et transmettre. Merci. Merci Éric-Antoine. En tout cas, vous allez transmettre pas mal de joie, notamment grâce à ce spectacle Connexion avec un S. Voilà, on croise les doigts, effectivement. On a toutes les infos sur votre mon site voilà. internet. Merci, même si ce temps de Noël n'est pas forcément quelque chose qui vous lie à des bons souvenirs. Noël, c'est l'attente, et c'est l'attente pour beaucoup de quelque chose de... Enfin, une libération, quelque chose de positif dans cette période. On en a Terriblement énormément besoin. Ouais. Merci en tout cas d'avoir ce regard, Merci ce sourire et cette joie qui émane de vous, hein, même si vous êtes torturé, à beaucoup de joie. Mais c'est mon métier et c'est ma mission. Merci, Voilà. c'est une très belle mission. Merci Éric-Antoine, merci également à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver cette émission sur ktotv.com. À la semaine prochaine.